démocratique du Congo en deuil, si je peux le dire ainsi, parce que la population de l'Est de Goma est en détresse. Il y a ceux-là qui pleurent leurs enfants, qui pleurent leurs parents et leurs frères et sœurs. Pourquoi? Parce que cette catastrophe a laissé beaucoup de larmes sur le lèvre et joues de certains compatriotes congolais. Voilà pourquoi nous ici, en direct à partir de Kinshasa, sur cette chaîne PS TV, nous sommes là pour traiter cette actualité très dérangeante qui dérange l'ensemble de la République démocratique du Congo sur ces plateaux aujourd'hui. Je suis avec le président Bob Bolaboué, il est président de RPDR, Rassemblement du Peuple pour la démocratie et les renouveaux. Il est là avec nous. Il est également membre de la dynamique pour la vérité des urnes plutôt. Il est de la Mouka avec Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou. Et également, sur ces plateaux, il y aura la présence de M. Norbert Yamba, panafricaniste et cadre de l'UDPS. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Mais cela ne nous empêche pas de commencer notre émission. Mais je salue d'abord mon invité qui a respecté l'heure de l'émission, M. Bobo Laboué, je suis le bienvenu. Oui, bonjour Delphin. Voilà, avec vous aujourd'hui, nous allons traiter cette actualité, nous allons parler de cette situation qui fait couler beaucoup d'encre et salive de ces volcans à Goma, volcan de Nyiragongo, qui laisse trop de larmes aux gens. Nous allons parler de cette actualité, quel est l'accompagnement efficace de notre gouvernement. Est-ce que le gouvernement accompagne réellement ce peuple, sa population, oui ou pas? Également, en deuxième lieu, nous allons parler de ces sujets. Quelle réforme efficace pour les élections en 2023? La Mouka a proposé, les FCC proposent, Noël Tiani propose et tout le monde propose. Nous allons analyser cela sur ces plateaux avec vous. Mais commençons par l'actualité. Monsieur Bobo Laboué, vous avez suivi. Goma en pleurs, volcan de Nyiragongo touche trop de familles. Quelle est votre réaction de la part de l'opposition ou les résistants, si je peux le dire? Je voudrais d'abord présenter mes condoléances aux familles qui ont perdu le leur. Effectivement, on nous dit aujourd'hui qu'il y a plus de 35 personnes mortes par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Donc, lorsqu'on perd un membre de la famille, ça fait toujours mal. Un mort, c'est un mort de trop. Donc, je m'incline, comment dirais-je, pour présenter mes condoléances. Mais ceci étant, je voudrais ajouter, c'est vrai que l'éruption du volcan de Nyiragongo, c'est une catastrophe naturelle. Donc, par définition, c'est quelque chose qui arrive. Bon, ok. Mais en même temps, je vais dire que ce qui est déplorable, ce qui est un peu révoltant, c'est le fait, lorsqu'on nous dit que ça faisait, par exemple, 7 mois que l'observatoire qui suit l'évolution de ce volcan, OVG, oui, n'était plus financé. Donc, ils ont dû faire 7 mois sans avoir accès à l'Internet. Donc, du coup, ils n'ont pas pu suivre l'évolution de ces volcans. Autrement, ils auraient pu donner l'alerte. Autrement, on aurait pu peut-être sauver certaines vies. Avoir le mesure préventive. Effectivement, on aurait sauvé certaines vies. Donc, je pense qu'il y a quand même un manquement sur ce point-là. On nous apprend aussi que ça fait pratiquement 2 ans que cet observatoire n'est plus financé. Il y a eu même un programme de 2 millions de dollars avec les institutions internationales qui ont été bloquées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la mauvaise gestion. Tout cela, ça démontre un peu le niveau de responsabilité de ceux qui nous dirigent. Bref, pour dire seulement que ce qui s'est passé à Goma, on aurait pu éviter, comment dirais-je, certaines vies. Certaines morts, si vous voulez. Mais aujourd'hui, vous me posez, et là-dessus, on serait dans un pays organisé, dans un pays normal, la question de responsabilité serait posée. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Le ministère de l'Institut supérieur de recherche,
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'il y a eu un budget alloué à cet observatoire? Donc, on aurait fait des recherches, on aurait fait une sorte d'audit pour savoir réellement ce qui s'est passé. Mais comme nous sommes dans un pays où on trouve tout normal, ben voilà, personne n'en parle. Maintenant, ça fait 2 jours, on nous a appris qu'il faut évacuer des gens. C'est ce qui fait d'ailleurs de Goma vers Saké. Ok, d'accord. Les gens sont partis de Goma vers Saké. Mais je vous dis que de Goma à Saké, ça fait à peu près 30 km, c'est pas plus. 30 km pour des personnes qui sont vraiment dans la difficulté, dans la souffrance. Ils ont fait ça à pied. On voit des enfants, de gamins qui... Vous êtes sûr, les gouvernements de Warrior n'a pas disposé les véhicules pour accompagner sa population? Mais justement, moi, c'est les images que j'ai vues, tout ce que moi j'ai vu. Alors, si on est dans un état de siège, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette zone est militarisée, ça veut dire qu'il y a des camions de l'armée qui sont là-bas, tout cela. On pouvait disponibiliser ces camions pour aider les populations, comment dirais-je, à faire ces déplacements-là. Mais on a dit évacuer Goma. Donc, on a laissé les gens se débrouiller tout seuls, faire 30 km à pied, marcher encore. Mais c'est quand même grave, monsieur Bobo Lobwe, nous avons un gouvernement responsable. Pensez-vous, un parent responsable peut laisser son enfant à une situation de détresse? Mais justement, vous avez dit un parent responsable. Non, un parent responsable ne pourra jamais le faire, mais le fait est là. Donc on l'a fait. Donc on est en train de dire qu'on a affaire avec des personnes irresponsables tout simplement. Maintenant, Saké. Mais Saké, comment dirais-je, va maintenant recevoir une population 3 fois plus. Parce qu'aujourd'hui, à Saké, c'est plein. Les gens dorment à même le sol, les gens sont dehors partout. Quelles sont les mesures d'encadrement que ce gouvernement a pris? C'est ça la question très questionnante. Mais justement, alors tu verras que ce gouvernement, s'il faut prendre certains exemples, en commençant par la pandémie de coronavirus, ils prennent des mesures comme ça, il n'y a jamais eu des mesures d'accompagnement. Ah oui, on vous dit que voilà, à partir de maintenant, on va par exemple fermer l'espace de la Gombe, tout cela, mais on ne prend pas des mesures pour les gens qui ont perdu leur pouvoir d'achat. C'est pareil là. On demande aux gens d'aller à Saké. Ok, d'accord. Les gens arrivent à Saké. Comment vont vivre les gens à Saké? Avec quel pouvoir d'achat? Ils se sont déplacés, ils ont laissé leur terrain, là où ils arrivaient à se débrouiller pour manger quelque chose. Et là maintenant, à Saké, comment ils vont faire? L'État n'a rien prévu. Entre la mort et la vie, il faut quand même choisir la vie. Entre la mort et la vie, il faut quand même choisir la vie. Parce qu'à Goma, il y a le feu, il y a les dangers. Il ne faut pas se poser d'abord la question où je veux, je serai comment. Si, il faut d'abord se déplacer. C'est ce que Mouyaya a dit. Non, mais je veux dire que... Le ministre de la Communication. Effectivement, entre la vie et la mort, ben, on peut choisir que la vie. Donc le fait d'être parti de Goma pour aller vers Saké, c'est une très bonne chose. Mais je veux dire que ces gens-là, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Il appartient à un gouvernement responsable de réfléchir à leur place. Ils ont quitté leur espace vital. Ils ont quitté, comment dirais-je, leur point d'attraction. Ils sont ailleurs. Comment ils vont vivre? Comment ils vont manger? Où est-ce qu'ils vont dormir? Mais toutes ces questions, c'est notre gouvernement qui devait prendre ça en charge, tout simplement. C'est vrai que les organismes internationaux pourront toujours venir en rescousse, mais dans un premier temps, c'est un problème qui concerne notre gouvernement. Et jusque-là, nous sommes en train de parler, je n'ai pas entendu des mesures d'accompagnement, je n'ai pas entendu des mesures que le gouvernement a prises pour essayer un peu d'encadrer ces gens-là. À moins qu'il y ait la mauvaise foi de votre part, pour les résistants ou l'opposition, on ne sait pas vous identifier. Et pour le moment, il y a 8 ministres du gouvernement de Warrior, les vrais combattants, qui se sont rendus là-bas pour être avec la population. Ça, ce n'est pas quand même un signal fort pour dire que le gouvernement est avec eux. Mais moi, je suis en train de poser des questions d'ordre existentiel, si vous voulez. Les gens sont arrivés à Saké. Est-ce que la présence de 8 ministres feront que les gens vont commencer à manger? La présence de ces ministres-là feront que les gens vont trouver où dormir? La présence de ces 8 ministres feront que les gens pourront éviter des maladies comme par exemple Ebola et les autres. La proximité qui fait qu'il y aura des maladies. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que la présence de 8 ministres fera qu'il n'y aura pas de maladies qui vont apparaître? Comment vont vivre ces gens-là? C'est là où je dis que un gouvernement responsable devait prévoir des mesures d'encadrement.
quitter Goma, aller à Saké, très bien. Mais un gouvernement responsable veut dire que oui, mais lorsqu'ils vont arriver à Saké, comment ils vont vivre? Il faut prévoir ça. Il faut mettre quelque chose à leur disposition. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Et vous pensez qu'il n'y a pas de mesures palliatives par rapport au gouvernement? Mais moi, je vous les faites sciemment, vous n'avez pas... Est-ce que vous n'avez pas suivi le point de presse du ministre de la Communication, dont les porte-parole du gouvernement, qui dit il y a certaines choses que nous allons les faire sur place parce que c'est une catastrophe naturelle. Il y a des données que nous donnons des solutions, il y a d'autres données que nous allons également aussi donner la solution. Ça ne vous rassure pas, vous, les lamoukistes? Alors, qu'est-ce qu'ils ont pris comme mesure? Je vais dire que sur le plan pratique, ils ont pris comme mesure. Rien. Ils ont parlé. Du fait de faire là maintenant, ça montre déjà que le gouvernement est avec eux. Là maintenant, il y a par exemple des ONG qui commencent à donner de l'eau à la population. Voilà ce qui est pratique. Les gens ont besoin de boire de l'eau, rien que de l'eau. Donc, des ONG commencent à distribuer de l'eau. Mais du côté du gouvernement, qu'est-ce qui est fait? Moi, je n'ai rien entendu. Peut-être, c'est pas une mauvaise foi, hein. Peut-être je suis sous-informé. Mais en tout cas, je n'ai rien entendu de mesures pratiques venant du gouvernement. Rien. Mais vous, la Mouka, vous avez aussi votre part à faire. Si c'était d'autres choses, vous allez également lancer un message, faire des marches. Mais pour le moment, quelle est votre position? Parce que cette population, c'est également votre population. Mais, mon frère, notre position, je vais dire que notre coordinateur, Mouzitou, avec le président élu Martin Fayulu, ils l'ont dit clairement. Donc, nous sommes solidaires avec ce qui se passe là-bas. Nous sommes vraiment ensemble avec la population. Quand je suis en train de parler là, des mesures palliatives là, nous, on n'est pas au gouvernement. Ce n'est pas nous qui gouvernons le pays. Il y a des gens qui sont là-bas. Il y a un gouvernement de fait qui est là. Il y a un régime de fait qui est là. Il leur appartient de prendre leurs responsabilités. Nous, on est dans la résistance. On n'a pas les manettes du pouvoir. Qu'est-ce que voulez-vous qu'on fasse? On peut que donner des conseils. On peut que déplorer des choses qui n'ont pas été faites. Au niveau de la Mouka, en tout cas, nous sommes solidaires avec ce peuple et nous sommes en train de suivre les prêts. D'ailleurs, pour votre information, il y a à peu près 1 an ou 2 ans, il y a un de nos députés, M. Kasserkwa, au niveau du Parlement, il avait déjà posé ces problèmes-là. Il a dit que l'OVD n'est pas, comment dirais-je, dirigé. Il manque de problèmes, il manque de moyens. Dans les secrétaires généraux adjoints de l'ESID, effectivement. Ouais. À l'époque, c'était Mabounda qui était comment dire, au perchoir. On a voulu convoquer le ministre de recherche scientifique. Le ministre a dit que oui, je viendrai la semaine prochaine. Mabounda est tombé. Mbosso est arrivé. Il n'y a pas eu de suivi du dossier. Donc si à ce temps-là, on avait débattu de ces problèmes, peut-être, je vais dire que l'OVD serait aujourd'hui financé. Peut-être, comme j'ai dit au départ, on aurait évité certains morts. Peut-être qu'on aurait pris des mesures au niveau du volcan, d'évacuer des gens bien avant. Non, moi je pense qu'on a affaire avec, d'ailleurs, pas seulement dans ces cas-là, sur beaucoup de points. Par exemple. Écoutez, aujourd'hui, moi je peux vous dire que, M. Delphin, un pays existe parce que vous êtes une nation. Une nation, c'est un peuple. Une nation, c'est des frontières. Une nation, c'est la langue, tout cela. Aujourd'hui, dans notre pays, la cohésion sociale est mise à mal. La cohésion sociale est mise à mal. Vous voulez dire quoi? Soyez clair. Avec le tribalisme qui monte des mémoires d'hommes, même au temps de Mobutu, en passant par Laurent Désiré Kabila, même avec Joseph, on n'a jamais ressenti vraiment le niveau atteint aujourd'hui par le phénomène du tribalisme. La mauvaise gestion de la pandémie, le blocage au niveau social. Prenez votre micro-baladeur, allez demander, comment dirais-je, aux passants. Il y a même ceux qui commencent à regretter le temps de Kabila. Parce que la situation est devenue très difficile. Et vous, la Mouka aussi, vous regrettez Kabila à la place de Tshisekedi? Je dis que la Mouka ne regrette ni Kabila, ni Félix, ni personne, parce que pour nous, ils sont tous ensemble. Mais vous pouvez quand même trancher qu'à l'époque de Kabila, c'était mieux que Tshisekedi. Je dis seulement qu'aujourd'hui, le problème d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes de pouvoir d'achat, les chômages, les routes, donc
la situation devient de plus en plus difficile. Et tout cela, ça peut nous amener, si on prête attention, comment dirais-je, à la dislocation de la cohésion sociale. C'est pourquoi nous, au niveau de Lamouka, je vous signale qu'il n'y a pas de Lamouka. Okay. Il n'y a qu'un seul Lamouka dirigé par le coordinateur Mouzitou et dont le président Martin Fayoulou est le président élu. C'est ce que vous pensez, mais j'étais avec les gens de l'ensemble ici et ils ont dit autre chose. Vous violez les textes de Lamouka, vous ne respectez pas les lois, même vos règlements intérieurs. Non, mais je pense que ça c'est juste une parenthèse, mais une parenthèse pour dire qu'on ne peut pas être en même temps président de Mazembe et président de Sangabalenga. Impossible. Donc, où vous êtes dans Mazembe, où vous êtes dans Sangabalenga, on ne peut pas être ici et là en même temps. L'union sacrée, c'est un état d'esprit, un appel. L'union sacrée, il n'y a pas un document qui régit l'union sacrée, selon eux, les gens de l'ensemble, parce que vous avez ouvert. L'union sacrée, c'est 62% des personnes qui ont voté Martin Fayoulou. L'union sacrée, c'est tous ces gens qui n'arrivent pas à nouer les deux bouts de moi. L'union sacrée, c'est tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas de l'eau, n'ont pas de nécessité. Ils sont en train de vivre difficilement par manque de route. Partout, il n'y a rien. C'est ça aussi, comment dirais-je, Lamouka. C'est tout ce peuple-là, c'est toutes ces revendications-là. Lamouka, c'est la rue. Lamouka, c'est le combat de la rue. Lamouka, c'est pas, vous êtes café dans un bureau climatisé. Non, c'est pas ça Lamouka. Et là-dessus, dans la rue, c'est Martin Fayoulou, c'est Moïse qu'on voit dans la rue. Où est-ce que vous avez vu d'autres personnes dans la rue? Mais Moïse Katumbi, dans la rue, vous avez vu dans la rue? Quand il sort, vous sentez quand même. Vous l'avez vu dans la rue? Il est accompagné. Non, moi je parle. Il y a des cadres plus sérieux au sein de la Mouka Katumbi. Ils sont très nombreux quand ils parlent. Il y a l'opinion qui est derrière. Une fois de plus, je vous dis que les personnes dont vous me citez, on les a vues à l'œuvre. On les a vues travailler. Ils ont un bilan. Le bilan est largement négatif. Et ça, vous le savez très très bien. On va entrer dans ce jeu-là pour dire seulement qu'il y a un seul Lamouka, il n'y en a pas deux. Lamouka qui existe, c'est Lamouka dont Mouzit est le coordinateur. Au niveau de Lamouka, notre combat aujourd'hui, c'est quoi? C'est que comment éviter qu'il y ait que le tissu social puisse, comment dirais-je, se disloquer. Ça, c'est notre combat. D'ailleurs, à ce propos... Mais c'est ce que Katumbi a dit. L'essentiel de la population, c'est sa préoccupation. Jean-Pierre Bemba a également dit cela. Nous devons sauver quand même ce qui reste. Alors, nous devons aller combattre avec notre frère pour sauver ce peuple. Vous avez préféré de faire de la politique de la chaise vide, laisser la gestion à d'autres personnes. Vous voulez que Félix fasse quoi? Il veut sauver ce pays. C'est votre faute, vous. Dans ces pays, on a connu le MPR, Mouvement populaire de la révolution de Mobutu. Ce mouvement disait que au Lingate, vous en avez un MPR. Même quand tu es dans le sein de ta maman, tu es membre du MPR, parti unique. Si vous voulez qu'on revienne avec l'union sacrée, parti unique, mouvement unique, ok. Mais nous, on n'est pas là. On n'est pas dans ces schémas-là. Nous estimons que dans un pays, il peut y avoir, comment dirais-je, des gens qui sont au pouvoir, mais en face, il faut qu'il y ait du répondant. Ceux qui sont au pouvoir, c'est qui? C'est Félix, c'est Katumbi, c'est Bemba, ils dirigent. Mais face à eux, il y a des gens qui résistent, qui combattent. C'est Lamouka. Donc moi je pense que tout à fait, si vous voulez maintenant que tout le monde aille dans l'union sacrée, là on est dans un pays. Là vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous contredire, président Bobo Laboui. Je rappelle, président Bobo Laboui, vous êtes président du RPDR, Rassemblement du Peuple pour la démocratie et les renouveaux. Vous êtes également membre de la dynamique pour la vérité des urnes avec Martin Fayoulou et Mouzito, malgré vous mettez Katumbi et Jean-Pierre Bemba à côté. Vous avez dit ici que ce qui est important pour vous, c'est les social, c'est que le peuple se retrouve. Alors, moi, je m'aimerais plutôt par rapport à la question des Goma, proposer des solutions. Comment faire pour produire, pour que quand même ce peuple bénéficie de quelque chose au lieu de faire la résistance au moment de pleurs comme ça. C'est votre rôle aussi, l'opposition. Le problème, c'est quoi? Un gouvernement responsable a un programme. Dans son programme, d'ailleurs, tout programme économique a pour finalité le social. On peut, comment dirais-je, juger un gouvernement, on peut juger un régime que par le social. Le reste, c'est de la vaste blague. Aujourd'hui, quand vous prenez le social congolais, pas seulement de Goma, ni de Saké,
Je prends d'une manière générale. On se rend compte que rien ne marche. Vous êtes sûr? Rien n'est... Mais je suis en train de vivre aussi, vous et moi, on est là. On n'est pas dans la planète Mars. Je peux vous citer quelques réalisations, une manière de vous mettre au parfum de l'actualité. Peut-être vous avez déphasé de l'actualité. Allez-y, je vous écoute. Il y a le projet Chile-Gelou avec le chef de l'État, ça a été lancé. Il y a la gratuité de l'enseignement sous Félix. Il y a l'achat des bateaux de pêche. Il y a trop de choses avec Félix, il y a quand même la volonté, vous sentez, il est en train de booster, il y a des chantiers qui commencent à aller de l'avant. Tout cela, ce n'est pas la volonté pour aider les sociales. Vous savez, une fois de plus, j'ai rêvé pour vous dire que ces régimes se caractérisent par le fait qu'ils lancent des projets sans au préalable mener une enquête ou bien une étude de faisabilité. On l'a vu avec des sauts de moutons. Ils nous balancent des sauts de moutons comme ça, après ils se rendent compte que non, mais voilà, il y a des problèmes de terre, il y a tout cela, c'est qu'après, tu peux prendre beaucoup de projets. C'est toujours pareil. Donc quand vous parlez, par exemple, de gratuité d'enseignement, monsieur Delphin, vous savez, vous et moi, qu'aujourd'hui, ce projet phare, entre guillemets, du régime de M. Félix, le président des fêtes, bat de l'aile. Ça, vous le savez très très bien. Ça bat de l'aile parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parents préfèrent envoyer leurs enfants dans le privé. Parce que, comment voulez-vous, dans une salle privée pour 40, pour 20 personnes, on se retrouve avec 100 personnes. La gratuité de l'enseignement a baissé la quantité, la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement existe. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'université. Ah mais oui, je sais de quoi je parle. Je veux dire que aujourd'hui, la qualité de l'enseignement fait défaut parce qu'on a voulu travailler, comment donner la priorité à la quantité. Aujourd'hui, beaucoup de parents, même des parents qui n'ont pas beaucoup de moyens, préfèrent envoyer leurs enfants dans des établissements privés parce que là, dans le public, il n'y a rien. Donc c'était une décision précipitée selon vous. Mais c'est ça que je vous dis, qu'il y ait au préalable une étude de faisabilité. Beaucoup de décisions, c'est la précipitation qu'on est en train de prendre. Mais pour dire seulement que, au jour d'aujourd'hui, sur le plan social, il y a vraiment des choses qui ne marchent pas. Pas seulement au niveau de Goma, même si, comment dirais-je, à Goma aujourd'hui, il y a une urgence. Donc face à l'urgence, l'État devait réagir aussi, et comment dirais-je, urgemment. Mais qu'est-ce qu'on voit? Je vais vous dire ici, il n'y a pas de mesures d'encadrement. Il n'y a rien. Moi, je peux vous dire que sur le plan de l'économie, parce que comme vous le savez, je donne des cours d'économie, je donne des cours de théorie et doctrines économiques, je peux vous dire que la différence aujourd'hui entre nous et les Asiatiques, par exemple, les Asiatiques, ils n'ont rien, mais ils transforment tout. Nous, on a tout, on ne transforme rien. Partant de ces moments-là, comment voulez-vous, par exemple, si vous ne transformez rien, que votre économie puisse marcher? Oui, professeur. Comment voulez-vous, par exemple, augmenter les budgets? Depuis, je vais m'arrêter là, on nous avait dit que voilà, avec Ilunga, le budget 5 milliards. Félix a dit que non, pas 5 milliards, il faut aller jusqu'à 11 milliards. Et au finish, on s'est retrouvé avec 4 milliards de budget. Comment voulez-vous, avec un budget de 4 milliards, booster l'économie de tout un pays? Si l'économie n'est pas boostée, des conséquences sur le plan social. Socialement, ça ne marche pas et ça marche encore moins à Goma. Donc, le pouvoir de Félix avec son groupe, il prend des décisions irréfléchies pour la population. Vous, l'avocat, très proche de Martin Fayulu et Mouzitou, vous pensez que ce pouvoir est en train d'échouer lamentablement. Voilà, également comme annoncé au début de cette émission, la présence de M. Norbert Yamba, le panafricaniste cadre de l'UDPS, parti au pouvoir. Nous avons des thématiques pour réfléchir, M. Yamba. Nous parlons de l'éruption à Goma. Quelles sont les solutions durables pour aider cette population déjà en détresse de la part de notre gouvernement? Et puis en deuxième lieu, nous allons parler de quelles sont les réformes efficaces pour les élections en 2023. Il y a la congolité proposée par Noël Tchani Lamouka proposé, ainsi de suite. Nous en parlons sur ces plateaux avec des scientifiques qui sont déjà ici. Monsieur Yamba, vous êtes venu en retard. Je vous donne 5 minutes, une manière de vous mettre déjà dans les bains de l'émission. L'éruption à Goma, M. Bobo Laboué dit que nous avons un gouvernement irresponsable parce que l'OVG a fait 7 mois sans avoir l'argent même d'avoir la connexion.
C'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas eu l'œil sur ceux qui pouvaient venir à Goma. Vous, le gouvernement de Warrior, le peuple d'abord, ce n'est pas votre affaire, mais plutôt vous êtes là pour se faire de la santé financière. Non, il ne faut pas faire dire ce que vos frères n'ont pas dit. Je vous résume. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer. Ouais, je suis très content que vous soyez là. Ça fait un bail, on s'est pas vu. Effectivement. Quand il m'a dit que vous serez, j'étais très content. Donc ça me fait énormément plaisir qu'on se retrouve. Sinon, ce n'était pas facile avec cette maladie qui a emporté beaucoup de gens, surtout nos proches, etc. Donc, coup de chapeau, Dieu merci pour qu'on soit ensemble. Je crois qu'en situation de détresse, on a besoin de la somme d'intelligence pour réfléchir sur l'avenir de la société. Il faut donc s'éloigner des émotions toxiques qui gangrènent naturellement la politique dans notre pays. Une intelligence comme ça, on a besoin de poser des questions qui vont plus vers la recherche des solutions que des questions de confrontation. Et les journalistes de notre pays sont habitués à la confrontation. Il semble que ça fait un buzz. Mais est-ce que notre pays en bénéficie? Moi, je ne pense pas. C'est vrai que la question que vous posez à l'Est, je voudrais présenter toutes mes condoléances. D'abord à toutes les familles éprouvées. Nos compatriotes ont perdu la vie. C'est pas si facile. Heureusement que les décisions sont en train d'être prises, etc., pour que la situation soit maîtrisée. Cependant, vous dites que le gouvernement est irresponsable. Non, Quelle solution durable pour accompagner les sinistrés de Goma? Parce que selon la MOCA, vous n'avez rien fait, vous, le gouvernement en place, donc vous n'êtes pas un gouvernement responsable. Non. La responsabilité ne peut être tirée comme conclusion que lorsqu'on analyse l'ensemble des prérogatives des institutions et on fait une comptabilité et on déduit pour dire que sur l'ensemble, nous sommes des scientifiques ici sur cette table, voilà, autant de prérogatives, toute comptabilité faite, sur 100, vous avez 10 réalisations, les 90 non. À ce moment-là, on tire une conclusion statistique qui va dans le sens de la loi de la majorité. Cependant, il peut s'inquiéter comme Congolais en fait, et surtout lorsqu'on dit que bon, voilà, à un moment donné, on a manqué les gigas. La connexion, l'OVG était en souffrance sous notre gestion. Parmi les décisions qui ont été prises, on a payé même le personnel, c'est qu'ils étaient en retard naturellement. Pourquoi payer lorsqu'il y a un problème? C'est ça aussi la question. Non, ça c'est très important. C'est très important et je crois que ça peut servir de leçon pour qu'on sorte de la procrastination. C'est très important. Je ne suis pas là justement pour chanter. Non. Je pense que un gouvernement, ce n'est pas le gouvernement des Warriors, c'est un gouvernement qui a précédé en fait. Et quand on connaît la léthargie, délibérée. Okay. Il faut savoir différencier les choses. Le gouvernement Sama venait d'entrer. C'est un gouvernement très volontariste. Le gouvernement Ilunkamba, qui a été composé de 65% n'est-ce pas, des membres du FCC, c'était un tremplin. Et donc, ce gouvernement n'a pas véritablement bossé. La preuve, c'est que les gens n'ont pas été payés. La preuve, c'est qu'il manquait même des mégas. Aujourd'hui, le gouvernement arrive, certainement qu'il croise un problème réel, et il y a une intervention rapide qui a été faite. Les gens sont payés, on a pratiquement liquidé tous les arriérés de salaire, on a donné des moyens conséquents, etc. Mais il faudrait, outre cette faiblesse, cette lenteur administrative, observer effectivement dans les cadres, dans les chefs de nos administrations, il faut dire que la topographie de la ville de Goma, c'est tout un problème. Certainement qu'on peut avoir des signes indicateurs qui démontrent au travers de l'observation pour dire à telle période il y a possibilité d'irruption. Mais on ne va pas aller éteindre le carter du feu. C'est pas ça. On ne va pas aller éteindre. Mais on sait dire par rapport à ça, prenons des dispositions parce qu'en ayant tel délai, on peut vivre cette situation. C'est très important. Mais là aussi, il faut reconfigurer tout. Pourquoi? Simplement parce que
Lorsque vous avez Nirangongo, vous avez Nyamulagira, etc., c'est la haute colline. Hein. Et au pied, vous avez la ville de Goma, hein, et une ville en pleine expansion. Et aujourd'hui, on est à plus de 100 000 personnes. Et alors, maintenant, quand on va vers la périphérie véritablement de la ville, on s'approche de plus en plus de cette situation malheureuse. Et alors, maintenant, il va falloir qu'à un moment donné, les chercheurs nous disent très clairement à quel niveau on peut arrêter l'expansion de la ville. C'est très important. Il y a ceux qui pensent qu'il faut quand même délocaliser la ville parce qu'apparemment, cette ville elle est dangereuse selon les données scientifiques. À tout moment, le volcan peut survenir, donc la population sera toujours en danger. Non, pas délocaliser la ville. Et j'étais avec Maurice Likou ici, les derniers chargés de mission de Mobutu, il m'a dit, il y avait déjà une étude à l'époque de Mobutu. Je salue Maurice là où il est, mais ce n'est pas le fait d'être chargé de mission de Mobutu qu'on doit maîtriser pratiquement toutes ces questions qui relèvent de la technicité, donc je ne peux pas non plus prétendre avoir le minimum, même la capacité de comprendre ces enjeux. Mais je voudrais simplement dire qu'une ville qui est déjà construite comme Goma, c'est une ville assez intéressante. Maintenant, il va falloir que les dispositions se prennent. De telle sorte que lorsqu'il y a des équipements au niveau de l'observatoire, etc., on peut. Et puis arrêter l'expansion de la ville vers la périphérie, etc., on arrêterait pas mal de dégâts. Une question directe pour calmer un peu M. Bobo Laboué. Est-ce qu'il y a des mesures sérieuses, claires, exactes que les gouvernements a pris pour accompagner quand même cette population? La première mesure, c'est de déployer toute une commission. Un groupe de ministres, c'est tout. Oui, ministre, c'est bien entendu. C'est une mesure. Deuxièmement, ils ont fait, n'est-ce pas, des réunions marathon. Vous savez que il y a calme actuellement à Goma. Mais vous savez qu'on est en train on a pris des dispositions anticipatives pour encadrer les potentielles personnes qui peuvent être justement attaquées en cas d'irruption. Donc, en dehors de ça, il y a le ministre des Affaires sociales et actions humanitaires, etc., qui est là. On a identifié les victimes, etc. M. Bob dit qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a même pas le médecin. Donc, il y a plutôt la communauté internationale qui cherche à faire quelque chose. Cette population est abandonnée. Hein. Mais il ne faut pas tirer des conclusions non concluantes. La population est abandonnée comment? Il y a le président de la République qui était en voyage en Europe. Il a arrêté son voyage. Il n'avait pas fini sa randonnée. Et il est revenu le plus rapidement possible. Et le même jour, s'est tenu un conseil des ministres qui a pris un certain nombre de résolutions. Et c'est là qu'on a déployé les ministres en province. Non, la population n'est pas abandonnée. Mais nous sommes sur un cas de figure, un cas de catastrophe naturelle. Une catastrophe naturelle, c'est compliqué de gérer ça, mais nous faisons le minimum qu'on puisse faire. Aujourd'hui, il y a un cantonnement des hommes et des femmes qui sont des potentiels victimes de cette situation. Il y a des moyens qui sont mobilisés dans le sens de pouvoir souvenir à leurs besoins pendant ce temps d'accalmie. Et puis bon, voilà, les communautés internationales, au travers de ces ONG, etc., bon, interviennent. C'est aussi leur mission. Merci. Et la mission dans un pays, c'est construire des synergies gagnantes. Vous n'allez pas dire, parce qu'il y a des intervenants externes, et que bon, là, le gouvernement n'est pas responsable, bien au contraire, mais qui guide, qui donne des orientations pour le déroulement opérationnel de ces interventions. C'est le gouvernement de la République, et viennent se greffer sur les efforts du gouvernement de la République. Merci, M. Norbert Yamba. J'essaie un peu de vous ramener à l'émission parce que vous êtes venu en retard. Je m'en excuse. Merci, M. Bobolabé. Passons à notre deuxième thématique. Mais si vous attendez, mais si vous voulez payer les arrières, quand Yamba parle, il y a toujours des choses à noter. Alors, quelles sont les réformes efficaces voulues pour qu'en 2023, que nous puissions avoir un gouvernement plus responsable que vous vouliez? Très bien, je vais répondre à la question, mais avant cela, juste une petite précision. Je disais que on a demandé à la population d'évacuer Goma et d'aller à Saké. De Goma jusqu'à Saké, ça fait à peu près 30 km.
Moi, ce que je vis de familles marchées, des enfants marchés, de Goma jusqu'à Saké. Je me dis que nous sommes dans une période, comment dirais-je, d'état de siège, il y a de véhicules de l'armée sur place. On pouvait transporter ces populations-là pour essayer un peu de diminuer leur souffrance tout simplement. Donc pour moi, je pense que le gouvernement ou le régime devait mettre à leur disposition des moyens de transport de Goma jusqu'à Saké. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Okay. C'est pourquoi je l'ai soulevé. J'ai encore ajouté en disant que lorsque vous prenez une ville comme Saké, Saké va recevoir une population 3 fois plus. Donc la ville aujourd'hui est complètement saturée. Mais ça pose un certain nombre de problèmes. Problèmes sanitaires, problèmes de maladies, problèmes ce qu'il faut manger, tout cela. Moi, ce que j'ai entendu, ce que j'ai suivi, certains ONG, ils ont commencé à distribuer l'eau. Parce que l'eau, quand même, c'est vital. Mais à part l'eau, les gens doivent manger, les gens doivent dormir, il y a beaucoup de choses à faire. Et peut-être mon frère Yamayamba pourra m'informer, mais je n'ai pas vu de mesures pratiques prises par le gouvernement pour faire face à ce genre de problèmes. Qu'il y ait 8 ministres sur le terrain, c'est une très bonne chose. Qu'il y ait eu un conseil des ministres, c'est encore mieux. Mais les mesures pratiques, les mesures d'encadrement sur le plan social pour, comment dirais-je, aider cette population à mieux vivre à Saké. Quelles sont ces mesures prises par le gouvernement? Moi, je n'en vois pas. Ok. La Congolité, quelles sont les réformes efficaces pour éviter les pires en 2023? La classe politique propose, vous, la Mouka, vous avez proposé, l'FCC a proposé, les individus également proposent, prenons la proposition de Noël Tcheni, vous, la Mouka, ça vous intéresse? Ok, je vais venir sur ce point-là, mais je vais dire ceci. Et je pense que mon frère ne me contredira pas. Si en 2006, Joseph Kabila est resté au pouvoir, malgré les élections de 2006, il n'avait pas gagné parce qu'il avait entre ses mains la CENI et la Cour constitutionnelle. Okay. Vous êtes d'accord avec moi que Papa Tshisekedi avait gagné les élections en 2011. Il avait vraiment gagné les élections, mais Kabila avait la CENI, il avait la Cour constitutionnelle, il a conservé le pouvoir. Et en 2018, c'est un point de discorde avec mon frère, il ne sera pas d'accord avec moi. Il fallait gagner les élections, mais comme Joseph avait toujours la CENI et la Cour constitutionnelle, il a fait ce qu'il avait fait. Au jour d'aujourd'hui, sur le plan politique, Félix se battu, Félix aujourd'hui contrôle la Cour constitutionnelle. L'instrument qui reste à contrôler, c'est la CENI. La CENI, il faut vraiment des réformes. Donc s'il y a des réformes efficaces à mettre en œuvre, c'est au niveau de la CENI. Pourquoi au niveau de la CENI? Parce que nous voulons une CENI réellement neutre et indépendante. On ne veut pas une CENI contrôlée ni par Félix, ni par Kabila, ni par Fayoum. On veut une CENI réellement neutre. Nous avons fait des propositions. On veut une CENI dépolitisée. Ça fait partie de... Quelle est cette proposition? Soyez clair. Alors, parmi les propositions, qu'est-ce que on avait dit? Il faudrait qu'il y ait 17 personnes au niveau, justement, du bureau. 8 membres de la société civile, 8 membres des confessions religieuses, et puis on devait, par concours, comment dirais-je, compter une personne, ça fera 17. Et ensuite, on allait maintenant au niveau de la plénière associer 6 politiques venant de différents partis. Ils seront présents au niveau de la plénière seulement. Mais au niveau de la direction, vraiment, la société civile devait faire tout cela. Mais nous avons aussi dit que ces genres de propositions devaient être discutées. Mais discutées autour d'une table d'une manière extra-parlementaire. Ça, c'est notre proposition. Ce qui veut dire en dehors des institutions. Tout à fait. Parce que pour nous, vous le savez très bien, les institutions en place, nous, on ne fait pas confiance. Pour nous, on n'est pas d'accord avec. Merci. Je vais revenir vers vous. Il est temps de donner à Yamayamba de réagir un peu vite par rapport à cette proposition. Monsieur Yamayamba, vous êtes scientifique.
est-ce que cette proposition de la Bouka, ce n'est pas une bonne proposition? La dépolitisation pour de la CENI. dépolitiser la CENI. Parce que là, c'est une manière de mettre les garde-fous à la CENI. Ok, moi je suis pour apprécier toute offre politique. Parce que le pays fonctionne avec des propositions, des alternatives, etc. Il faut que le politique s'habitue déjà à réfléchir dans les laboratoires et pour faire des propositions concrètes qui permettent de dédramatiser l'atmosphère et de faire booster véritablement le processus. Mais avant de répondre à la question, je voudrais calmer mon frère que Saké, il a vu les gens marcher à pied, etc. Bon, je ne sais pas qu'il était en direct, parce qu'à un moment donné, la télévision congolaise n'a pas retransmis toute la journée, quoi. Donc, il y a quand même des réseaux sociaux, il y a des gens, il y a des catégories de personnes, des victimes. Il y en a ceux qui acceptent de rester à Goma. Il y en a ceux qui partent, qui visiblement sont les premières victimes parce qu'ils sont dans la périphérie, etc. Et dans cette panique, on a vu marcher les gens, les réseaux sociaux en ont profité, etc. Mais il ne veut pas dire que tout compte fait, toutes ces victimes ont dit marcher, etc. Non, il y a une évolution, mon frère. Je crois que le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions. J'ai eu à discuter avec un ami qui est tout proche du ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, etc., qui m'a dit que toutes les dispositions sont prises et il y a un encadrement. Certainement qu'il y a une sorte d'arrangement institutionnel avec les partenaires extérieurs qui sont spécialisés sur la question, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de prouver et de montrer son leadership par rapport à la gestion de cette question. Et je suis heureux qu'il y ait des hommes et des femmes qui savent aussi dire au gouvernement ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas mauvais, et c'est là qui va permettre la maturation de notre processus. Je voudrais saluer ces différentes propositions. Vous savez, mon frère Bob, nous n'avons que le Congo comme pays. Vous avez vécu en France, on peut bien avoir sa propre maison, on peut bien vivre, etc. Mais lorsqu'on n'est pas chez soi, c'est pas si facile. On te regarde avec dédain, etc. Et cela est très, 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 très malheureux. Alors maintenant, aujourd'hui, nous n'avons que ce pays. Aujourd'hui, nous avons des institutions de la République qui sont ce débat qui apparaît tout petit peu démodé, quoi, en fait. Qui a gagné, qui n'a pas gagné, etc. Voyons ce qui est présent vis-à-vis de nous. Nous faisons quoi pour apporter notre contribution de manière à faire avancer les processus, etc. Mais lorsque on revient toujours sur la même chose, c'est pas bon. Voilà, on avance. Il y a des propositions concrètes. Et moi, j'ai écrit tout un livre par rapport à ça, en parlant de la dépolitisation de la CENI quand même. J'étais candidat député national en 2018 et j'en étais victime. Je ne peux pas non plus accepter que les choses se fassent autrement. Si ce n'est que rationaliser les processus pour que chacun, même s'il y perd, qu'il soit en mesure. Qu'il soit en mesure. Privatiser la République et croient que c'est l'héritage de leurs ancêtres. Or, dans un pays, il y a des politiques, il y a les opérateurs économiques, il y a la société civile, etc. Chacun est copropriétaire de la République. Mais il faut se répartir le rôle. Et dans la répartition du rôle, on a dit non, il y a des acteurs politiques, mais il y a aussi des acteurs qui s'occupent du monitoring de l'action publique. C'est-à-dire des acteurs qui ont en charge, n'est-ce pas, la responsabilité d'appuyer la mise en œuvre de la démocratie. Et on les recrute pratiquement dans la société civile. Et là, je rejoins quand ils disent 8 membres de la société civile, 8 membres des confessions religieuses. Et je vous dis non. Au niveau du nombre, même si je suis d'accord par rapport au principe, les églises sont aussi des acteurs de la société civile, parce qu'il y a 8 composantes.
Et donc, on a tenté l'expérience avec les confessions religieuses à la tête. Le premier, c'était etc. C'était les catholiques, et puis après, c'est les protestants, et puis après, l'église de réveil, en fait. Et puis finalement, quels sont les résultats? On déplore. Il y a une crise morale dans notre pays. Et cette crise a envahi tous les secteurs de la vie nationale. Thomas Kanza disait que toutes les générations sont brûlées. Même quand vous allez choisir un enfant de 15 ans, il est torpillé, son moral n'est pas vraiment bien indiqué. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place un système de surveillance mutuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que les différentes composantes de la société civile prennent des responsabilités. Et je suis d'accord qu'à un moment donné, que les politiques se retrouvent à la plénière, mais que toute la responsabilité soit confiée à la société civile. Mais pas n'importe quelle société civile. L'Église n'a pas donné la garantie de crédibilité par rapport à ça. Encore qu'il faut donner la responsabilité à une société civile spécialisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans la société civile, il y a des associations de droits de l'homme. Excusez, je termine. Il y a des associations, n'est-ce pas, syndicales, il y a des associations électorales, il y a des associations confessionnelles, il y a. Dans la répartition des rôles, lorsqu'on se trouve dans une situation où on a besoin de construire les droits de l'homme et qu'on veut responsabiliser la société civile, et donc on ne peut prendre qu'à l'intérieur, n'est-ce pas, des associations qui font le monitoring des droits de l'homme. On ne peut pas aller chercher chez les syndicats. Ah non. Lorsqu'il s'agit des élections, on ne choisit que les associations qui sont dans le cadre des élections. Ça, c'est très important. Et nous avons dans notre pays ces géantes associations qui ont fait plus de 60 à 90 observations à travers le monde. Et qui ont enseigné, même les confessions religieuses, toute la société de la loi est ensemble. Merci. Alors pourquoi devrait-on confier essentiellement la responsabilité aux confessions religieuses qui ont la présomption d'être plus saintes, mais qui visiblement ont démontré le contraire? Moi, je suis d'accord qu'on dépolitise, mais qu'on puisse justement remettre la société civile et électorale, encore qu'on puisse mettre des garde-fous, parce que là aussi, il y a une politisation aussi des associations. Voilà, il y a un des autres aussi. Il y a moyen de partir de ces principes et arriver véritablement à sortir. Monsieur Bobo Laboui, je rappelle qu'ici vous êtes de la MOUCA, président du RPDR, un rassemblement du peuple pour la démocratie et les renouveaux. Alors, les autres pensent que le mieux serait de prendre cette responsabilité donnée au ministère de l'Intérieur, comme ça s'est fait en France, que vous venez fraîchement, et ça serait une manière de laisser la responsabilité entre les mains de l'État, au lieu de donner confiance à la société civile qui a démontré ses failles. Oui, c'est vrai. C'est vrai, la question est très bien posée. Mais je vais revenir un peu sur ce qu'a dit mon frère. Dis-moi, nous sommes d'accord sur le principe de la dépolitisation, comment dirais-je, de la CENI. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau, comment dirais-je, de la commission PAG, qu'est-ce qu'ils ont retenu quoi? Au niveau du bureau, 6 membres de la majorité, 4 de l'opposition, 5 de la société civile, ça fait 15 membres du bureau. Concrètement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si vous avez 6 membres du pouvoir, donc vous verrez que déjà il y a un handicap. Ça veut dire que déjà c'est les politiques qui continuent à gérer cette institution-là. Donc le principe sur lequel nous sommes d'accord, mon frère et moi, la dépolitisation. J'ai réfléchi comme un scientifique, mais aussi doctrinaire sur la question. Ok, merci. Donc, je donne ces idées-là. Oui. Non, mais je suis d'accord, je veux dire que nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut dépolitiser. Or, si c'est fait aujourd'hui, on est revenu, je veux dire... Sur la politisation, il n'y a pas les efforts fournis pour dépolitiser l'institution. Le fait qu'on n'ait pas avancé, ben, je veux dire que la tricherie risque d'être au rendez-vous. Et ça, c'est pas bon. Mon frère a été le candidat député. Moi, j'ai été candidat député. J'ai souffert de ça. Moi, j'ai gagné. Mais je veux dire qu'avec la tricherie, tout cela, je n'ai pas été proclamé. Tout ça parce qu'il y a un problème au niveau de la CENI. Et moi, je peux vous dire que cette fois-ci, avec ces genres de CENI, moi, j'ai pas envie d'aller aux élections.
Pourquoi voulez-vous que je me poumonne, que je me parle, que je mette de l'argent, tout cela, pour qu'au finish, la personne qui n'a pas été votée par le peuple passe? Ce n'est pas intéressant. Maintenant, je reviens sur la proposition du ministère de l'Intérieur. Effectivement. Ok. Effectivement, dans les pays, dans d'autres cieux, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise. Là où il y a la vieille démocratie, effectivement, quand même, le ministère de même l'Intérieur ici, prend les devants. même ici, c'est tous les cas. Sauf que lorsque nous sommes partis, comment dire, à Sun City, on était dans une période de guerre, tout cela, les belligérants se sont retrouvés autour d'une table. On n'avait pas confiance les uns aux autres. Ben, c'est pourquoi on a pensé à cette histoire de la CENI. Mettre comment dirais-je, un organe à côté, c'est essayer de mettre chaque politique là-dedans pour qu'il y ait une sorte de neutralité politique. Mais on a bien vu que ça ne marche pas. Donc, aller vers le ministère intérieur, oui, c'est pas mauvais. Mais je pense que peut-être dans le cycle électoral à venir, on sera bien obligé d'aller vers le ministère de l'Intérieur. Mais pour aujourd'hui, moi, ce que je constate, que la CENI n'est pas dépolitisée. Okay. Nous sommes en train de faire comme si on avait fait il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans, donc on n'est pas avancé. Voilà, nous parlons de réforme de notre système électoral pour aller en 2023 avec une confiance quand même assurante pour aller aux élections, mais il y a quand même une loi, la loi Lutundula est en train d'être traitée, mais sur la loi, justement. Attendez, la loi qui conduit la CENI actuellement, le vice-président, M. Yamba, il a trop de pouvoirs que le président lui-même. Apparemment, le vice-président a plusieurs manœuvres à faire, contrairement au président de la CENI. Est-ce que la loi Lutundula, parce qu'il est dans l'union sacrée, vous avez du pouvoir, cette loi peut garantir quand même un bon climat en 2023 des élections? Vous savez, j'accepte de faire ce débat sur les élections par modestie, sans trop croire un peu. Franchement, je ne suis pas sûr que le modèle de démocratie que nous appliquons peut nous donner des résultats. Vous êtes un scientifique, réfléchissez à haute voix. Vous savez, il connaît bien la France. Oui. Et il existe un droit. 40 ans. Il existe un droit qu'on appelle le droit gréco-romain. Oui. Lequel droit nous nous inspirons pour construire notre arsenal juridique. Ça, c'est pour la France. Et la France a réfléchi sur toutes les différentes contradictions et a dégagé un certain nombre de choses conformes à leur âge culturel. Et nous, on fait que copier. On copie alors. Il y a une compatibilité avec l'âge culturel. Ça ne va pas nous amener. L'incompatibilité avec l'âge culturel. Je vous assure. Ça ne nous amènera nulle part. Je te dis la vérité et référez-vous à ce que je suis en train de vous dire. Regardez des champions de la démocratie. Alpha Condé. 40 ans à l'opposition. Il gagne les élections. Il s'installe, des mandats, et puis il projette pour un 3e mandat. Cette démocratie, ce n'est pas pour nous. Ngwanda l'avait dit avant, Père son âme, il dit, c'est une démocratie piège. Mais M. Yamba, dans les salons scientifiques, les gens risquent de se fâcher. La démocratie n'est pas pour nous, donc il faut changer même la dénomination de la démocratie du Congo. Attention. Okay. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Tout à fait. Et la démocratie est relative à chaque peuple. C'est très important. Okay. Ce qui est pratiqué. Le grand malheur, c'est que l'Occident a cru mondialiser ses valeurs. Or, la vérité en descend des Pyrénées, l'erreur au-delà. Tout est relatif. Tout part de l'enracinement, du particularisme de chaque peuple. Cette démocratie a été tentée. Vous avez des résultats. Qui a cru que quelqu'un comme Ouattara là, peut être un homme comme ça? Lui qui a été vanté comme le meilleur africain, le plus intelligent, etc. Regardez comment il gère son pays. Regardez. Et regardez comment l'autre qui est au Niger, Youssoufou,
Dieu merci, il a respecté le nombre de mandats. Mais le développement n'est pas arrivé. Donc, on va aller d'année en année, etc., en faisant des dialogues, en faisant des discussions autour de loi, ceci, loi, cela. Mais quand on ne répond pas à la question de l'intégration de nos valeurs traditionnelles dans nos constitutions, dans nos lois et dans nos réglementations, on n'ira nulle part. Et aujourd'hui, le débat n'est pas là. Le débat est essentiellement basé, pour ceux qui ont mémorisé le droit gréco-romain ou romano-germanique, chacun amène ce qu'il a mémorisé parce que personne ne va vers l'innovation. Personne ne va vers l'innovation. C'est la mémorisation. Merci. Quand il aura cité Montesquieu, il croit que c'est une éminence. Oh, aujourd'hui, ces différentes démocraties ne nous ont pas amené quelque part. Il faut innover et innover en prenant comme sous-bassement nos valeurs culturelles. Merci. Et ça, on aura fait. J'aimerais un jour faire ces débats scientifiques avec vous, les systèmes. Quel est le système que l'Afrique peut adopter pour son épanouissement? Mais il nous reste 4 minutes. 4 minutes. S'il vous plaît, monsieur Bobola, mais vous n'avez pas répondu. Vous voulez parler de la congolité. Voilà, vous n'avez pas répondu à cette question parce qu'il a parlé de Ouattara. Non, cette question a fait couler beaucoup d'encre aussi en Côte d'Ivoire, mais Noël Tchani en parlait ici. Quelle est votre position? Pensez-vous? Ma position est claire. Ok. Est claire. D'abord, la démocratie n'est pas le meilleur système qui existe dans le monde, mais on n'a jamais trouvé mieux jusqu'à présent. Ok. La démocratie. Il faut rester d'abord dans la démocratie. La démocratie, c'est le fait que c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Maintenant, chaque peuple doit organiser la démocratie en rapport avec, comment dirais-je, à sa manière, ses valeurs et culture. avec ses atouts. Effectivement. Et là où je suis d'accord avec mon ami, c'est quoi? C'est que c'est vrai que la démocratie est venue comment dirais-je, de la Grèce, Rome, tout ça. Et puis, nous sommes en train de faire comme font les autres. Il fallait peut-être essayer de l'adapter. Ok. Comment dirais-je, en rapport avec notre Situation. notre situation. Mais ça, c'est un débat qui viendra. Pour le moment, nous sommes en train de faire, comment dirais-je, comme font les autres. Donc, le peuple doit se retrouver. La parole du peuple est prépondérante. Il faut que le peuple soit écouté. Le peuple élit Delphin. Il ne faut pas qu'on nous amène Yamba Yamba. Okay. Le peuple élit M. Yamba Yamba. Il ne faudrait pas qu'on nous amène M. Bob. Très bien. Maintenant, en rapport avec la congolité. D'abord, je trouve que c'est inopportun, ce débat-là. Ok. De mon point de vue. C'est inopportun. Il n'y a pas une priorité. Bon. Maintenant, puisque tu veux qu'on en parle, je vais dire ceci. Là, je m'exprime comme président de RPDR. Ok. Rien à voir Et membre de la Mouka. Rien à voir avec la Mouka. Ok. Rien à voir avec la DVU. Parce que c'est un sujet qu'on n'a pas eu à débattre au niveau et de la DVU et au niveau de la Mouka. Mais dis-moi, au niveau de mon parti, on en a parlé, mais ça fait longtemps aussi. Ok. Aujourd'hui, si vous lisez la constitution de l'ancien Zaïre, à l'article 7, il est clairement dit, pour être candidat aux élections présidentielles, il faut être de père et de mère congolaise. De père congolais, de mère congolaise. Article 7. Si au temps de Mobutu, on avait mis cette disposition, parce que Mobutu et ses amis, ils voulaient justement protéger la souveraineté nationale du pays. Ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ont exigé que la nationalité congolaise, comment dirais-je, soit une et indivisible. Tu ne peux pas détenir cette nationalité concurremment avec une autre nationalité. Parce qu'ils tenaient vraiment à la souveraineté, comment dirais-je, du pays. Tchani n'était pas là. Donc moi, quand je suis en train de réfléchir, ce n'est pas en base de Tchani ou en base... Non. Je dis seulement qu'au jour d'aujourd'hui, si on est parti à Sun City, à Sun City, on a dit que pour être candidat, il faut être de père ou de mère. Avant, c'était de père et de mère. Maintenant, on nous a dit de père ou de mère. Et moi, je pense que la constitution de Sun City, quelque part, c'était le fait que les forces étrangères qui nous ont envahis, ils avaient un mot à dire, ils ont changé ces dispositions de la même manière que la loi Bakadji qui a les sols appartiennent à l'État. Ils ont aussi changé. Donc, personnellement, je trouve, je vote
pas de mal L'importance. à ce qu'on revienne sur comment dirais-je, de la société congolaise, ou bien, pardon, sur le candidat doit être de père et de mère. Je ne vois pas d'inconvénient tout ça. Là, c'est dans les cadres de votre parti. Oui, mais dans ces cas-là, on ne vise personne. Si on veut faire... La loi est impersonnelle. Oui, impersonnel. Je ne vise pas comme certains pensent que parce qu'il faut éliminer Moïse Katoumi. Non, ce n'est pas ça le problème. Merci. Au niveau de la réflexion, vu notre passé récent, passé récent, on a eu beaucoup de Rwandais dans ce pays. Ils ont fait des enfants, beaucoup de Zambiens, beaucoup de Namibiens. Merci. Donc, il faut arriver à un certain moment à protéger notre... Merci, Président Bobola. C'est également votre mot de la fin, hein, parce qu'on est déjà à la fin. Monsieur Norbert Mbemba, je vous donne suffisamment et également les secondes pour que vous puissiez chiquer. Je ne pense pas que vous êtes un robot communicant, vous agissez par procuration, vous êtes un scientifique. Cette loi de Noël Tchani, les autres réponses, vous dites vous êtes derrière. C'est important qu'à ce moment, la Congolité... Vous croyez que l'UDPS n'a pas de juristes compétents? Tchani même n'est pas juriste. Nous avons des hommes et des femmes qui sont suffisamment intelligents, mais pouvaient faire mieux que ce qu'il lui a fait. Ce que je retiens, c'est que il faut donner la possibilité aux gens de s'exprimer. Tchani a été candidat président de la République. Il a une offre politique. Et dans ses différentes propositions, il traîne avec lui la Congolité. Avec lui, la Congolité. Et lorsqu'il s'exprime, et il demande l'aval, naturellement, du Parlement pour... c'est dans son droit, c'est son droit de le faire. Et cependant, il ne faut pas qu'on donne l'impression que parce qu'il l'a dit et que cette loi est prise. Parce que les gens connaissent le contexte, les gens connaissent la circonstance, les gens connaissent où est-ce que nous venons. Et donc, ceux qui sont censés prendre la loi, ce n'est pas Tchani. Ceux qui sont censés adopter une loi, ce sont les parlementaires. Okay. Et donc, personnellement, moi je ne trouve pas d'inconvénient que Tchani présente. Mais je trouve également, je me pose simplement la question, moi je dis, dans la série des gens qui ont gouverné le pays, est-ce qu'ils ont bien gouverné simplement parce qu'ils étaient congolais? Voilà. Parce que les résultats semblent être un tout peu catastrophiques. Merci. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient congolais ou ils n'étaient pas congolais? Merci. La question... Ça, ce sont des questions importantes qu'il faut répondre. Vous savez, il faut que l'on sorte du ghetto. Merci, M. Norbert Mbemba. Cette question reste pendante, mais je pense vous inviter encore pour offrir à notre population ces débats quand même scientifiques si riches, malgré les minutes nous fait défaut. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Magazine au Centre TV. Suivez cette émission à 20h30 sur Movie Channel et à PES TV à 23h45 et demain samedi à 12h30 sur Movie Channel. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.